qu'on trouve très critiquables, comme notamment l'utilisation systématique de la cage en intérieur et des choses comme ça. Et même si c'est fait en renforcement positif, on trouve pas que ce soit bienveillant. Et c'est vrai qu'on explique aussi qu'on n'utilise pas l'obéissance. Alors ça choque en fait. Ça peut. Ça peut Pas choquer toujours. parce que souvent c'est les demandes qu'on a, les demandes initiales, elles sont surtout de cet ordre-là. Euh, Là c'est sur les techniques de base. Nous en fait on travaille beaucoup. Alors, je vais juste arrêter 2 secondes pour, revenir sur l'obéissance. Du Ouais. coup, en fait, tu veux, en fait, de la liberté sans obéissance? Je me suis aperçu en fait que sans jamais rien leur demander, quand j'étais en ville, ils restaient très proches. Et dès que j'arrivais au bois de Vincennes, en fait, ils prenaient des distances. Et en fonction, du coup, ils étaient capables de s'adapter tout seuls en fait à l'environnement parce que Attention, nous on habite dans une région où on a des espaces de liberté pour les chiens qui ont l'air de ne pas exister ailleurs. C'est l'écho qu'on a de collègues qui viennent dans notre région et qui nous disent qu'ils n'ont pas ce genre de parc chez eux. Donc voilà, ce n'est pas à dupliquer ce que je vais dire. euh, on avait un chien à l'époque qui avait beaucoup de facilité à rencontrer. Et puis le jour où il a rencontré un chien qui était un peu plus compliqué, où il n'a pas su lire les signaux et que du coup l'autre l'a un peu secoué, on a vu sur les séances suivantes en fait qu'il avait et dans d'une manière générale, ce qu'on essaie d'apprendre aux gens, c'est qu'en fait l'anticipation permet de se passer en fait de ces conséquences désagréables. Si on anticipe, en fait, on n'a pas besoin de recourir à ces punitions, hein, puisque c'est ça sur le plan comportemental. Euh, Souvent, en fait, quand les gens utilisent des punitions, hein, quelles qu'elles soient, c'est parce que C'est-à-dire en Les faisant pattes un au assis, sol. par exemple? Non, les pattes au sol. Que le chien vienne dire, demander de l'attention à son humain calmement et les pattes au sol. Du coup, tu vas le faire comment ça? Ben, on va demander, tu veux me prendre un forfait? OK, super, super et du coup, à l'inverse, 3 outils que vous bannissez, totalement, de votre centre? il y en a plein, collier étrangleur, collier électrique, Oui, pet corrector, même la voix aujourd'hui, presque. même les colliers plats, les cris, les choses comme ça. Du coup, vous êtes en couple au Oui, quotidien? ouais, Oui, Et vous êtes rencontrés grâce au chien ou? oui. Ah oui, c'est ouais, vrai? Voilà. j'ai rencontré Pendant la avec formation? la Oui. formation, ouais. Ah, c'est très drôle, d'accord. Le coup de foudre autour d'un chien. Et du coup, vous avez fait quoi comme formation? C'était pendant Le le BP, BP, le brevet professionnel. Donc ça, c'est une formation qui dure, 6 mois, c'est ça? Il dure un an. 1 an? une année scolaire, Ouais. D'accord, OK. Et du coup, vous avez vu tout type, de formateurs ou c'était un formateur avec, une méthode, bien spécifique? plusieurs. On a vu les différentes méthodes, enfin plusieurs méthodes. D'accord, OK et du coup, après, ça a pu, vous faire, comprendre, quelle méthode vous vouliez, employer, en fait, au quotidien, c'est ça? Non, Non? OK. On a C'est-à-dire? vu beaucoup de choses qu'on voulait pas faire. OK, Et ouais, après on a balayé pas mal de choses. Bon, le BP c'est un cursus d'une année scolaire, donc il y a du chien, mais pas que. bien sûr. Euh, et Loïc était déjà formé, lui. moi, je m'étais formé avant auprès de d'autres professionnels et je venais chercher un diplôme, donc voilà. D'accord Donc lui, il savait déjà ce qu'il voulait Compléter un faire. peu. et du coup, ça t'a marqué cette formation parce que tu l'as trouvée bien ou tu l'as trouvée, en fait, du coup, déconnectée par rapport à ce que toi t'attendais? Vu que tu avais déjà des connaissances? Moi, je l'ai trouvé complètement en décalage par rapport à ce que je voulais faire. Mmh. Ouais, j'étais pas du tout dans le dans l'esprit. Dans le C'était mood. soit très tradi, soit très axé sur du surconditionnement, enfin, on a D'accord. une intervenante qui faisait de l'auberythmie, c'était pas vraiment pas du tout mon truc. Enfin voilà, Oui. C'est sûr qu'au c'est très dressage, très ouais. conditionnement, en fait, ouais, bien sûr. Et du coup, vous vouliez chercher, en fait, un équilibre dans tout ça et plus avoir le chien comme dans sa nature, quoi, tel qu'il serait, en fait, dans une, nature, c'est ça? Bah, nous, on cherche surtout quelque chose qui permette aux gens de vivre de manière sereine avec leur chien, de manière harmonieuse,
sans chercher à façonner systématiquement le chien à des attentes humaines, quoi. On n'a pas au final, pour vivre avec un chien, on n'a pas besoin d'énormément de choses pour que ça se passe bien. Il y a des fondamentaux, il y a des choses à connaître, et il y a surtout la compréhension du chien. Après, c'est sûr que dans le cadre des formations, souvent les intervenants, ils essayent de te montrer tout ce qu'ils savent faire. Et moi en tout cas, c'est pas ce que je venais chercher. Je m'étais déjà formé sur voilà d'autres approches qui étaient Et t'avais vraiment déjà connu, différentes. t'avais déjà connu le Euh, coercitif J'avais connu le aussi. coercitif, ouais, dans des clubs canins. Donc j'avais déjà éliminé pas mal de choses. Voilà. Bien sûr. Quand tu dis coercitif, du coup, tu parles en fait d'outils, tu parles de manière de faire, tu parles de quoi? Je parle de tout, enfin de méthode et enfin, d'approche, de vision du chien, d'outils. Moi, j'ai fait 2 clubs canins dans la région de Nancy avec mon chien qui était mon premier chien. Et le premier club où j'ai été, sur les conseils de mon veto, c'était collier étrangleur, collier à pointe quasi obligatoire. C'était des coups, c'était des choses comme ça, quoi. On n'arrêtait pas Ah de oui, gueuler. d'accord. Enfin, les chiens, ils en prenaient plein la tronche tout le temps. Vous enregistrez? Ouais. Et le deuxième club a fini. Enfin, j'ai quitté le club au bout de quelques séances parce que le gars, la seule solution qu'il a trouvée quand mon chien a essayé d'aller renifler son voisin, c'était de lui tirer dessus avec un lance-pierre. Ah oui, carrément. Ouais, ouais, donc Mais t'es sûr que c'était en France, ça, quand même? ouais, ouais, c'était en France et ça se pratique encore, hein, faut pas croire. Il y a encore des clubs qui fonctionnent D'accord. comme ça. Ok, ben je vais vous présenter un petit peu, du coup. Donc, d'abord, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler relation homme-chien avec deux invités qui ont littéralement fait de la confiance et de la bienveillance un art de vivre, Aurélie et Loïc, fondateurs de Merci mon chien. Donc Aurélie, éducatrice spécialisée, diplômée d'État. Aurélie a d'abord accompagné des publics en très grande difficulté, personnes sans domicile fixe, jeunes en rupture, personnes en situation de handicap. Son fil rouge, la médiation animale, qui l'a conduite toute naturellement à se spécialiser dans le comportement canin. Elle décroche le brevet professionnel d'éducateur canin au CFPPA de l'Épine, c'est comme ça qu'on dit, oui. Comme ça, ouais. La certification PECRAM pour la prévention des morsures se forme au premier secours canin et affine son expertise dans la rééducation des chiens réactifs. Ajoutez à cela une solide expérience en accompagnement humain. Vous obtenez une professionnelle capable de comprendre à la fois l'animal et la personne qui tient la laisse. Est-ce que c'est bien résumé ou pas? Ou il y a eu Oui. des erreurs? Ça va? Oh, ça va, je ne me suis pas trompé. Et Loïc, du coup, a commencé par un parcours scientifique, par une formation artistique et par un diplôme de designer pour ensuite tout changer. Tout bascule le jour où il croise un chien catalogué agressif, déclencheur d'une passion fulgurante. Loïc repart de zéro, obtient le BP éducateur canin au CFPPA de l'Épine, la certification ECI-CQ, c'est ça? Ouais, L'équivalent du CCPDT ouais, américain. c'est la certification des éducateurs canins positifs aux États-Unis, D'accord, qui a un équivalent francophone au Québec. d'accord, ok, je ne connaissais pas. La PECRAM, du coup, ainsi que des formations pointues en rééducation de chiens réactifs et en premier secours. Sa rencontre avec le forum Chien Libre et l'approche d'André Escafre ouvre le champ des possibles. Aujourd'hui, il pousse encore plus loin en se formant auprès de l'expert américain Michael Chicaccio, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, c'est quoi en fait qui t'intéresse chez cet individu-là? Michael Chikacheux, il a une approche. Alors, il fait énormément de podcasts, il invite énormément de professionnels du chien. Et lui, c'est vraiment spécialisé dans le chien qu'ils appellent agressif aux États-Unis, enfin réactif du coup. D'accord, Il traite des cas très très compliqués et il invite des spécialistes de partout dans le monde. Donc en fait, il fait énormément de podcasts, des formations en ligne et des choses comme ça. Il a une approche qui est très structurée, qui est très carrée, qui est très cadrée, qui est très professionnelle. Et on n'a pas aujourd'hui d'équivalent en France en fait sur ces problématiques-là.
D'accord. Du coup, c'est quoi qu'il y a pas, en fait, par rapport à la France? Au-delà de la technique, en fait, c'est la technique que tu parles ou c'est, la vision, de la rééducation dans son global? C'est la vision globale du chien, c'est la vision structurée en fait de la prise en charge des chiens réactifs. C'est le professionnalisme, le niveau de professionnalisme aussi en fait des gens qui exercent aux États-Unis. On voit que c'est un marché qui est complètement différent du marché français où les éducateurs sont des petits indépendants hein, qui génèrent très très peu de chiffre d'affaires, qui font les petits trucs dans leur coin. Et on sent qu'aux États-Unis, il y a une vraie dynamique, il y a un vrai marché, il y a une vraie structure, il y a des organismes qui portent tout ça. Euh, ça s'appuie aussi beaucoup sur la recherche universitaire. Il y a énormément de choses qui sont faites à l'étranger, qui sont pas faites en France. Il y a quelques études en France, mais c'est surtout les pays anglo-saxons ou du Nord en fait qui publient des études sur le comportement. Donc, et ben, Michael Chikachio, lui, c'est une espèce de point de rencontre en fait de tous ces trucs-là, et donc il fait venir aussi bien des éducateurs, des universitaires, des éthologues, etc. pour parler de chiens. Euh, et voilà, on n'a pas d'équivalent de sa plateforme aujourd'hui en France en tout cas. D'accord. Et tu penses parce que tout simplement personne n'a essayé de le faire ou parce qu'en fait en France on s'intéresse moins en fait aux chiens qu'aux États-Unis? Parce qu'on est un plus petit pays, parce que on n'a pas peut-être cette culture de l'entrepreneuriat, il y a une part de business, mais en même temps, les universités américaines sont très puissantes. Il y a énormément de recherches. Enfin voilà, donc je pense que c'est un tout qui fait D'accord. que. Et puis je pense que les Français ont encore beaucoup de mal à avoir recours à des professionnels quand ils sont en difficulté avec leurs chiens. Oui, bien sûr. Du coup, je vais revenir en fait un petit peu sur votre entreprise. Donc le nom c'est Merci mon chien. C'est un clin d'œil à vos souvenirs d'enfance, c'est ça? Merci Oui, qui? Merci mon oui, chien. oui. Une façon malicieusement sérieuse de rappeler que le chien a aussi son mot à dire. Donc c'est pas mal du tout. Donc je vais commencer par une petite question qui est comment définiriez-vous votre approche? Est-elle 100% R+, renforcement positif, ou est-ce plutôt en fait une approche adaptative? Comment vous définiriez-vous la façon de travailler, votre façon de travailler? Moi, je dirais qu'elle est plutôt adaptative euh, et qu'elle s'appuie euh, sur le renforcement positif. Mm. Mhm. Oui, après, nous on l'a définie depuis un certain temps comme bienveillante parce que au-delà de enfin, le R+, c'est intéressant, mais au final, ça recouvre Réalité. qu'une réalité technique. Bien sûr. Nous, on essaye d'aller au-delà, en fait, dans la considération qu'on a du chien. On utilise du renforcement positif en, comme outil, mais on essaye de transmettre beaucoup plus qu'un simple outil, en fait. C'est-à-dire que déjà, la manière dont on considère la vie avec son chien, je trouve que c'est important euh, de pas le cantonner au toutou qui va se ranger dans sa cage, parce que je parlais des pays anglo-saxons. Les pays anglo-saxons, il y a des trucs très bien, comme il y a des trucs qu'on trouve très critiquables, comme notamment l'utilisation systématique de la cage en intérieur et des choses comme ça. Euh, et même si c'est fait en renforcement positif, on trouve pas que ce soit bienveillant. Du coup, en fait, vous n'utilisez jamais de cage, en fait, vous proposez jamais la cage pour vos clients? Non, Et vous, du Sauf coup, pour c'est les quoi la transports. solution? pas pour le transport. Moi, ça m'a depuis maintenant ça fait 13 ans ouais, qu'on travaille. Ça m'est arrivé une fois en fait de suggérer l'utilisation de la cage parce c'était une famille où il y avait 4 chiens et dans cette famille il y avait des destructions en absence, mais en fait ils savaient pas d'où ça venait et donc en fait ils ont mis en place un roulement pour voir quel chien avait réellement des problèmes. Alors ils auraient pu filmer, mais ils n'étaient pas équipés, donc et puis c'était il y a quelques années. Et l'environnement Et permettait pas l'environnement ne permettait pas forcément de mettre ça de en place. cloisonner Du autrement. coup, ils ont fait tourner pour voir vraiment d'où venaient ces destructions pour pouvoir identifier le chien qui avait des difficultés. D'accord. Du coup, sur le chiot, en fait, qui est en libre toute la journée dans une maison et qui fait beaucoup de dégâts,
C'est quoi la solution miracle qu'on pourrait proposer en fait aux propriétaires? C'est du cas par cas. Et puis, c'est de plutôt cloisonner avec une barrière de cheminée, tu vois, de Ouais, faire des aménagements différents, mais on, on remarque quand même que l'utilisation des caisses de transport, hein, qui sont à la base des caisses pour le transport, euh, ben, peuvent générer d'autres problématiques, peuvent augmenter la problématique en cours. Voilà, on remarque quand même que dans les besoins fondamentaux, se mouvoir, c'est quelque chose qui est en train d'être interdit aux chiens, en fait. Voilà, sous prétexte de lui apprendre à éviter les destructions. Et on trouve que l'origine des destructions n'est pas recherchée quand on met en place la cage. oui. Alors Ok, que mais quand après, ça des peut... fois, parfois, le chiot, il fait des destructions juste totalement inconsciemment, parce qu'il se réveille et qu'il mâchonne le premier truc qui passe devant lui. Donc après, il y a peut-être aussi la possibilité d'adapter l'environnement en fait pour éviter certains dégâts en fait et éviter du coup d'avoir des conflits aussi ou casser un petit peu la relation avec l'humain qui se retrouve tous les jours à avoir plein de dégâts chez lui, ce qui peut en fait casser la relation avec le chiot. Ouais, c'est ça, c'est ce que ça c'est du cas par cas. Il faut voir les aménagements de l'environnement qui sont possibles et Hmm. voilà. Mais nous là, on arrive à mettre en place des choses sans en passer par la caisse de transport. D'accord. Et du coup, s'il fallait résumer avec 3 mots-clés votre façon de faire, vous auriez quoi comme 3 mots à me dire? Un mot chacun et puis le dernier en même temps. Vous êtes en couple, vous devriez être synchro normalement. Moi, je dirais que en premier, c'est bien-être, bien-traitance, hein, bien-être et ou bien-traitance. Ensuite, je dirais liberté. Je te dis mes trois mots, Ouais. hein, parce que ça marche pas. Moi, Et en trois, je dirais éducation. Voilà. ouais, je vais en rajouter un quatrième, alors si tu Ouais. l'as pas vu. Moi, j'aurais commencé par simplicité, en fait. Mmh. Parce qu'on a une approche qui, au final, est très peu exigeante. Euh, du coup, on fait des forfaits qui sont relativement courts. On va pas suivre les gens pendant 50 heures pour leur apprendre à utiliser un outil hyper pointu et tout ça. Donc, en fait, c'est le bon sens, la simplicité et la facilité d'accès, en fait. Donc, je pense que ça, c'est important aussi. Parce que dès qu'on rajoute de la technique, en fait, et qu'on complexifie la relation avec le chien, je trouve qu'on la dégrade. Mmh mh. Bah, c'est juste qu'après, du coup, on rajoute aussi de l'incompréhension, donc on peut rajouter du conflit, de l'énervement, de la frustration. Du coup, ça peut complexifier effectivement la relation. À force de vouloir, avoir un résultat trop parfait, des fois, en fait, on fait croire à l'humain qui est en face de nous que c'est quelque chose de complexe, alors que c'est pas si complexe, que ça en a l'air. OK. Et du coup, quel principe ou technique refusez-vous, catégoriquement d'utiliser et pourquoi? Principe, c'est-à-dire C'est-à-dire, principe, ça pourrait être, par exemple, pour la marche en laisse, de faire une saccade, par exemple. Ça pourrait être, de la cage, mais la cage, on en a déjà parlé. Ça pourrait être d'utiliser, le pet corrector. Enfin, est-ce qu'il y a des choses, vous ou dans votre vie de tous les jours, par vos expériences, vous vous dites: «Non, cet outil-là ou ce principe-là, on peut plus le mettre en place parce que, je sais que c'est pas productif pour les humains ou pour le chien». oui, Oui. T'en as cité pas mal. ce que tu as dit, Donc, l'obéissance, alors nous l'obéissance. déjà, ouais, c'est vrai qu'on explique aussi qu'on n'utilise pas l'obéissance. Alors ça choque, hein, en fait. Mais, Ça peut. ça peut Ça peut. choquer parce que souvent c'est les demandes qu'on a, les demandes initiales, elles sont surtout de cet ordre-là. Euh, Là, c'est sur les techniques de base. Nous, en fait, on travaille beaucoup. Alors, je vais juste arrêter 2 secondes pour, revenir sur l'obéissance. Du Ouais. coup, en fait, tu veux, en fait, de la liberté sans obéissance? En fait, quand j'ai parlé des mots-clés, la liberté, c'est redonner de la liberté aux chiens à tous les endroits, enfin les endroits, dans toutes les situations dans lesquelles on peut en donner. Et Ouais, donc, c'est-à-dire, nous, dans un milieu sécurisé, tu veux dire? oui, ou même dans l'alimentation, Ah oui, dans d'accord.
dans voilà, dans plein de situations du quotidien auxquelles on pense pas et enfin, durant lesquelles on pense qu'on peut obtenir ça qu'en passant par de l'obéissance. Ok. Mais Mais du après, coup, je te coupe, mais pour vas-y, compléter, vas-y. c'est-à-dire que ce qu'on a tendance nous à expliquer, c'est que l'obéissance pour nous c'est pas une fin en soi. Souvent les gens nous demandent ça en fait, hein, ils veulent du rappel, ils veulent ce qu'on appelle les ordres de base communément. Mm, mm, mm. Euh, Depuis qu'on travaille, on n'a jamais travaillé ainsi, par exemple, ou un toucher, ou un truc comme ça. Ou le rappel, et pour autant, on l'a pas évoqué encore, mais nous, on vit avec entre 10 et 12 chiens à nous, enfin, voilà, selon les périodes. Et tous les gens qui nous croisent avec nos chiens, ils aimeraient bien avoir les mêmes, mais en fait, il y en a plein qui veulent pas passer par ce qu'on leur propose. Mais l'obéissance, c'est pas une fin en soi dans la mesure où nous, on travaille avant tout sur la relation et au final, c'est un peu comme avec les enfants, c'est-à-dire qu'on arrive à obtenir des choses des enfants. On leur a jamais fait des exercices d'obéissance. Pour autant, il y a plein de gens qui y arrivent en étant tout à fait bienveillants, tout à fait cool avec leurs enfants et qui arrivent à obtenir des choses de leurs enfants en leur demandant gentiment. Ils vont le faire parce qu'ils ont envie de faire plaisir. Mais du coup, ils Sans avoir obéissent. jamais travaillé des exercices, quoi. Donc en fait, on fait pas Mm. d'exercice d'obéissance. Euh, Moi, je dirais que on s'inscrit plutôt dans l'apprentissage, les apprentissages proactifs, tu vois, Mm. et dans l'empouvoirment. On, on guide les chiens vers des comportements souhaités et voilà, on va renforcer ça, mais on les laisse proposer aussi, euh, réfléchir. Tu vois, on n'est pas dans du surconditionnement on est dans du conditionnement, hein, mais on n'est pas dans du surconditionnement qui peut être Ouais, mais généré parfois par vous voulez l'obéissance. quand même créer une forme d'obéissance, mais plus dans une forme déjà de compréhension. Est-ce que l'humain est Oui, capable de se faire comprendre vis-à-vis du chien? Et après, oui. le fait que la relation soit bonne, ça crée naturellement de l'obéissance entre guillemets avec des grandes Et guillemets. l'écoute, oui, Vous, ce que c'est vous voulez ça. pas, c'est Ouais. de l'obéissance arménienne, enfin à l'armée, avec des tonalités de voix Bien. hautes et une exigence forte. Oui. Mais effectivement, cette obéissance-là ne sert à rien. Mais je ne comprenais pas obéissance parce que vous pensez obéissance un petit peu en mode armée, mais obéissance, il y a forcément un petit peu d'obéissance dans le quotidien. Si on veut lâcher son chien, si on veut vivre avec lui en société, il faut forcément un minimum d'obéissance, non? Il Un faut un minimum d'écoute minimum si tu veux. d'écoute, il faut un minimum d'attention. Il faut que le chien ait l'habitude d'être attentif à ce qu'on fait. Il faut que le chien soit suffisamment Stable. équilibré, stable C'est ça. émotionnellement pour savoir s'adapter aux situations. Et on peut lui laisser, il y a plein de situations, où on peut lui laisser beaucoup d'autonomie. Euh, Moi, mes premiers chiens, à l'époque où on s'est connus, Aurélie habitait encore en région parisienne, donc j'y allais avec mes chiens. Je les promenais en libre pour aller au bois de Vincennes et je me suis aperçu en fait que sans jamais rien leur demander, quand j'étais en ville, ils restaient très proches. Et dès que j'arrivais au bois de Vincennes, en fait, bah, ils prenaient des distances. Et en fonction, du coup, ils étaient capables de s'adapter tout seuls en fait à l'environnement parce que l'environnement exerce une pression, un stress, etc. Et que du coup, bah, ils adoptent des comportements adaptatifs, du coup, mais tout seuls. Et les chiens sont capables de beaucoup d'adaptations seuls. Mais le problème, c'est que quand on se focalise sur l'obéissance, on laisse jamais l'opportunité aux gens de voir que leur chien il est capable de faire des choses tout seul. Ouais, après là, ouais, attention parce que tu dis ça, il va y avoir plein d'accidents sur Calais après le podcast. Ils vont tous Non, passer je leur dis chien en pas, ville. Ça va pas je être dis bon à pas voir. que Tu vas me mais donner du bien sûr. boulot. Oui, non, mais c'est que c'est pour en arriver là, bah, il faut mettre en place des choses avant. C'est-à-dire que Oui. mais on peut y arriver quoi. Et C'est c'est pas ça que essayait de diffuser André Escafre, hein, dans l'approche du chien libre. C'était de redonner du pouvoir, de la réflexion, de l'analyse aux chiens parce qu'ils ont des capacités cognitives et qu'ils sont capables de réfléchir, de prendre des décisions. Mais évidemment que nous, dans notre approche et dans l'approche d'Escafre, ces décisions, elles sont supervisées
et ensuite elles sont validées quand ce sont celles qui nous intéressent, tu vois. C'est juste que vous travaillez un maximum en autocontrôle et pas en contrôle. Vous essayez un Exactement. maximum que ce soit le chien qui gère ses propres émotions, ses Développe, propres voilà. envies et qui fasse de lui-même les bons choix et vous renforcez systématiquement les bons choix pour valider ces choix-là. Et Enfin, on ça, laisse, c'est excellent. voilà, oui, on laisse les comportements qui nous intéressent parfois s'auto-renforcer. Oui, oui, bien sûr. Et les mauvais, du coup. On les contrarie, Hmm. Bah, le truc, c'est voilà, déjà on les de empêche, on guider les vers les bons. contrarie, et Après, ensuite, là, je te parlais de mm, libre, mais en fait, nous, on travaille systématiquement en longe au départ. mm. On guide le chien vers les bons comportements. On utilise beaucoup le déplacement. On apprend aux gens à utiliser leur déplacement pour guider leur chien. On apprend aux gens Bien sûr. à regarder les attitudes de leur chien Il y a aussi, des codés. à être capable de décoder les attitudes de leur chien, à anticiper, à lire. Voilà, les chiens qui partent sur des pistes de gibier. Il y a plein de gens au final qui finalement on arrive à contrarier ces comportements-là. Moi, je l'ai fait avec les miens aussi. Le truc, c'est que la plupart du temps, quand ça marche pas, c'est parce que les gens ils n'arrivent pas à lire le moment où le chien il a repéré quelque chose. Oui, c'est trop tard. Ils sont déjà en Et train de donc courir. ils agissent beaucoup trop tard et C'est ça. effectivement du coup ils agissent mal. Alors Ouais, la première chose, c'est déjà d'arriver à comprendre ce que montre son chien. Et selon les individus, bah, ils vont pas le montrer de la même manière. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à le regarder aussi, l'animal qu'on a au bout de la longe, quoi. hmm. Oui, bien sûr. Et je trouve que vraiment la gestion de l'environnement, c'est quelque chose en fait dont les éducateurs parlent pas assez en fait en général, Mm. parce que c'est essentiel. Il y a trop de personnes qui ont des chiens en fait un petit peu sensibles ou réactifs et qui font des face à face, qui gueulent en fait et Immersion. qui n'ont pas du tout ces 3-4 mètres de distance en courbe qu'ils pourraient prendre et qui pourraient juste faciliter rien qu'avec cette attitude-là en fait la rééducation de leur chien. Et après la gestion aussi du chien, enfin autour du chien, quoi. Parce que ça, en fait, du coup, sur les chiens en liberté, vous faites comment, du coup vous libérez les chiens, vous autorisez vos chiens à aller voir les autres chiens comme ça, en fait, en autonomie. Il y a des règles de vie que vous avez mis en place pour le faire d'une manière particulière ou comment ça se passe sur la liberté et les contacts vis-à-vis des humains et des autres chiens? Nous, on crée les conditionnements qui sont nécessaires à l'obtention d'individus calmes et équilibrés, capables d'analyse, capables d'observation. Donc, on a des chiens. Alors attention, nous, on habite dans une région où on a des espaces de liberté pour les chiens qui ont l'air de ne pas exister ailleurs. C'est l'écho qu'on a de collègues qui viennent dans notre région et qui nous disent qu'ils n'ont pas ce genre de parc chez eux. Donc voilà, ce n'est pas à dupliquer ce que je vais dire ailleurs. Mais en fait, on a des espaces de liberté pour les chiens ici. Pas des parcs à chiens, des endroits C'est ça. où les chiens peuvent se promener en liberté. Donc du coup, ben tu te doutes bien que dans ces endroits-là, ben c'est pas les chiens réacs qui sont majoritaires. Donc on a beaucoup de chiens qui sont bien socialisés dans ces parcs-là. Et en fait, nous, quand on y va avec nos chiens, euh, bah, les chiens se présentent correctement, les chiens en face se présentent aussi correctement, et ponctuellement, il y a des chiens réactifs, notamment nos clients d'ailleurs, qui vont avec leurs chiens réactifs, en longe, muselés, et qui vont être dans un espace avec des arbres, des bosquets, etc., qui vont avoir des coupures visuelles et qui vont avoir une distance suffisante pour être dans un travail de désensibilisation et qui vont voilà évoluer, progresser. Et nous, nos chiens, en fait, ben on les amène dans des espaces comme ça, en longe, muselés, quand on récupère des chiens réactifs, agressifs. Et puis ensuite, une fois que nos chiens sont conditionnés à, à, à s'auto-contrôler et à être sociables et à laisser les autres usagers du parc, joggers, cyclistes, etc., naviguer sans danger, hein, sans les poursuivre, sans leur sauter dessus, etc. Et ben ensuite, nous, à vrai dire, nos chiens sont en liberté tout le temps, D'accord. à Oui, donc plusieurs. c'est sûr que les parcs canins, en fait, en ville, dans les grandes villes, le problème, c'est la taille du parc Oui, et après, en fait, le type de chien qu'on peut y rencontrer, quoi. Parce que malheureusement, c'est aussi, ils ont pas forcément la chance d'avoir, la liberté tout le temps. Donc c'est des chiens qui sont peut-être, à un peu cran. trop, voilà, un petit peu trop tendus, Mm. et qui sont peut-être aussi en manque de contact, hein. Dès qu'on crée un parc quelque part, les 1ers, les premières semaines,
il y a des conflits, quoi, parce que les gens pensent qu'ils peuvent aller lâcher leur chien et que tout va bien se passer comme ça naturellement, alors que c'est bien plus complexe que ça. Alors Et nous, du à coup, Pau, quand on est arrivé à Pau il y a 13-14 ans, tous les espaces verts étaient autorisés aux chiens en liberté, hein. oui, ah bah, chez nous, c'est autorisé également, la plage, par exemple. Moi, on a la chance d'avoir la plage, Mm. mais c'est pour ça ma question, parce que du coup, à la plage, par exemple, si tu balades avec ton chien sensible, et ben, tu as ton labrador de 45 kilos, hyper positif, qui fonce tête baissée à 1 kilomètre et qui vient sur ton chien hypersensible. Tu comprends? Oui. Et du coup, c'était ça ma question, c'est Mm. comment vous gérez ce type de comportement? Est-ce que vous laissez les chiens quand même y aller et du coup, mon labrador de 45 kilos, bah, il va s'adapter? Ou alors est-ce que vous vous dites que c'est pas respectueux pour le chien qui est hypersensible? Et du coup, on apprend plutôt à notre clientèle à avoir, encore une fois, c'est parce que là, je reviens sur la forme d'obéissance, mais avoir une forme d'obéissance ou une forme de mise en place de règles de vie pour que tout le monde puisse vivre dans le respect et tout le monde puisse, aller facilement à la plage, même si tu as un chien, sensible ou réactif? Bah, C'est ça la grande question. oui, la règle de vie, c'est qu'en fait, ton chien, dans ces contextes-là, tu le lâches s'il est prêt. Et Mmh. nous, on estime qu'il est prêt quand il est capable d'aller rencontrer un autre chien calmement, de voir un chien et de s'adapter en fonction du comportement de l'autre. Nous, il y a énormément d'occasions, en fait, on croise des chiens et nos chiens n'y vont même pas, en fait, ils le regardent de loin, ils se disent bon, lui, j'ai pas envie de le rencontrer, Lui, ou il est mal l'autre, à il est l'aise. tendu, il est mal à l'aise, ils y vont pas. Moi, ça m'est arrivé de me balader avec Elvis, notre husky, là, dans un parc. Il a mis 3 quarts d'heure, en fait, à s'approcher du chien qu'on croisait, parce qu'il l'a suivi, et, le chien était un peu tendu, réac, il restait à 20 mètres, il restait à 50 mètres, il s'éloignait, il se rapprochait, puis finalement, il y a eu une rencontre, mais elle a mis 45 minutes. Donc, à partir du moment où tu as des chiens qui sont capables, en fait, de différer la rencontre parce que les signaux de l'autre lui disent que c'est pas le moment, qu'il n'est pas d'accord et tout ça, en C'est fait, parce qu'il en rencontre assez. et parce que du coup, il n'est pas en frustration parce il en rencontre suffisamment, effectivement. Mm. Bah du coup, finalement, t'as pas trop à te soucier de ces rencontres-là, elles arrivent pas, quoi. Et ça, c'est à votre niveau à vous parce que vous avez en fait du coup, la chance de pouvoir mettre votre chien en contact avec beaucoup d'autres congénères au quotidien. Mais il faut bien expliquer, je pense, aux personnes lambda qu'effectivement ton chien arrive à faire ce genre de comportement après, beaucoup, beaucoup d'expérience avec d'autres congénères, mais que, c'est pas parce qu'il se prend, une tannée à la plage qu'il va changer tout de suite de comportement. Ou pire, il pourrait partir du côté obscur aussi. Du coup, tout doit être, d'abord en fait, Heu, j'allais dire cadré, mais du coup, c'est pas un mot que vous allez bien aimer, mais qui doit J'aime être bien le contrôlé, cadre. Non, mais Si, si, le en tout cadre, cas supervisé, c'est-à-dire en qu'effectivement, c'est positif, il ça, y a du cadre, hein, c'est de pas. toute façon, c'est dans la mesure où une rencontre qui se passe pas bien, elle est bonne pour personne, ni pour le tien, ni pour exactement. l'autre. Oui, mais Donc, c'est pas non plus mais grave. c'est pas non plus un drame. Enfin, faut Voilà. pas non plus tomber dans C'est- l'excès inverse en Ouais. disant C'est Mm. ça. oh, pauvre chien, il y a un chien qui lui est arrivé dessus trop vite, ça y est, il faut que je recommence tout le travail depuis le Non, début. mais C'est c'est pas ok. vrai en fait. Ouais. C'est-à-dire que il y a plein, nous on a vu plein de chiens qui ont vécu un jour une expérience que les maîtres ont jugée hyper traumatisante et qui les a fait progresser de manière très spectaculaire en fait. C'est-à-dire que et parce que les chiens, ils ont cette plasticité, ils ont cette capacité à analyser aussi hein, les situations, à emmagasiner de l'expérience. Nous, ben voilà, nos chiens, ils rencontrent énormément de chiens réactifs au final. Et Ils ce rencontrent, sont d'anciens réactifs, et il y en a souvent, nos beaucoup qui chiens. sont d'anciens réactifs, ouais. Et pour autant, ils restent sociables, ils développent des compétences et on les voit évoluer leurs compétences. C'est-à-dire que, ben, on avait un chien à l'époque. Qui avait beaucoup de facilité à rencontrer. Et puis le jour où il a rencontré un chien qui était un peu plus compliqué, où il n'a pas su lire les signaux et que du coup l'autre l'a un peu secoué, bah, on a vu sur les séances suivantes en fait qu'il avait complètement changé son approche, qu'il prenait plus de temps, voilà donc mais pour autant il rencontrait toujours aussi bien, mais il avait ajouter quelque chose dans son répertoire, quoi. Il avait un outil en plus de lecture, il prenait un peu plus de temps, il était plus patient, alors qu'au début, il était moins. Alors effectivement, en France, malheureusement, les chiens rencontrent pas assez de chiens. C'est ça. Je pense que ça marche en fait, sur des chiens qui sont bien, qui ont beaucoup d'expérience comme les nôtres. Les chiens d'éduc, malheureusement pour eux, ils rencontrent beaucoup de chiens en fait agressifs. Du coup, en fait, ça change un peu leur comportement, mais c'est pas, forcément hyper, hyper marquant.
Par contre, sur un chien qui a peu d'expérience ou pas d'expérience et qui en plus, les seules expériences qu'il a, c'est tout le temps de l'harcèlement, positif ou négatif, là par contre, c'est beaucoup plus complexe après. Alors nous, c'est pour ça qu'on fait des parcs, en fait, nous, on fait des parcs canins «encadrés» entre guillemets. C'est-à-dire qu'on les lâche, mais il y a des éducateurs qui sont là pour tenir en longe, pour dire non aussi, et pour faire en sorte que ça se passe bien, Ouais, parce ouais. que, pour éviter les déviances. T'as raison, moi je trouve que les parcs à chiens, il y a eu des expériences à Pau, hein, ils ont essayé de mettre ça en place parce que depuis là quelques temps, ils essaient de fermer un peu les parcs aux chiens libres, hein, à Pau. Donc bon, comme culturellement les gens ont l'habitude d'avoir des espaces de liberté, donc il y en a beaucoup qui gardent leurs chiens en liberté. Euh, mais euh, je trouve que dans les espaces de liberté, les parcs canins, euh, l'ouverture des parcs canins, je trouve qu'elle n'est pas assez accompagnée. En tout cas, ça n'a pas été le cas à Pau, avec des éducateurs, tu vois, bienveillants, positifs, qui, euh, qui supervisent en fait les arrivées, les entrées, Ouais. le nombre de chiens. Enfin, je trouve que c'est fait un peu comme ça, quoi, à la roulette russe. Alors que si tu connais un peu les parcs à chiens qui existent en Espagne ou en Grèce ou dans d'autres pays, euh, ça fait très longtemps qu'ils ont des parcs à chiens, donc en fait, bah, culturellement, on s'est intégré et il y a peut-être moins besoin de supervision. Oui, après, c'est peut-être un temps d'adaptation aussi, du coup, Oui, qui va se mettre en place. oui. Et nous, on a créé, du coup, à Calais, en fait, un parc privatif, Mm. du coup, où tu peux, en fait, y aller, mais d'autres personnes ne peuvent pas rentrer. Et tu peux, par contre, inviter les chiens que tu connais, les copains chiens. Et du coup, en fait, ça évite les accidents et c'est beaucoup plus sécuritaire pour tout le monde. Et en plus, on propose des cours de récré encadrés en plus, quoi. Et du coup, pour faire une transition, où placez-vous la frontière entre punition et conséquence? Parce que tout à l'heure, vous m'avez parlé en fait du coup de contrarier, c'est ça? Donc c'est une conséquence, de contrarier en fait pour faire diminuer, ce comportement-là, pour apporter quelque chose en fait, de désagréable peut-être ou inconfortable en fait au chien à ce moment-là, pour qu'il ne reproduise plus ce comportement-là. Et quelle serait la limite, à ne pas dépasser? Bah, euh, quand on veut apprendre quelque chose au chien, on va le guider vers le comportement souhaité. Si si le chien manifeste quand même son comportement de saut, son comportement, je pense à un exemple là, son comportement gênant, on va l'empêcher de réitérer. Euh, mais enfin, c'est tout, tu vois. On va éventuellement le priver de notre attention à ce moment-là. Enfin, on va éviter de renforcer en le regardant, tu vois. Mais si tu, je sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, on va pas a- frapper le chien ou lui mettre une tape sur le nez avec le doigt. Ou, enfin, ça, c'est pour nous, C'est ça. Ouais, c'est après, pas ok. c'est pas forcément là-dessus que je voulais aller, mais Ouais. c'était plutôt sur quelle est la différence entre mettre une conséquence bête et puis après avoir une punition plus forte. Tu sais, en fait, avec même un changement de comportement chez le chien. Il y en a qui vont parler juste de conséquences, c'est-à-dire qu'on met une conséquence négative. Par exemple, le chien il saute, j'ignore, ou une conséquence un peu plus forte, vraiment punitive, ou le chien il saute, j'isole, par exemple. Ah, Et du ouais. coup, en fait, l'impact peut être différent un petit peu sur le chien. Et vous, vous feriez plus de quel côté ou en fonction du chien, en fonction de plein de choses, peut-être? Nous, on va essayer, enfin, d'une manière générale, on essaye d'éviter tout ce qui va, enfin, occasionner de la douleur, de la gêne, de la peur, de la frustration, si on peut, euh, ou en tout cas, Enfin, une trop grande on va frustration, il faut faire en qu'elle soit sorte dosée. ouais, que ce soit limité Ouais. dans l'intensité, dans la durée, etc. Donc, et puis que ce soit toujours accompagné par le renforcement du comportement qui finit quand même par arriver. Et dans d'une manière générale, ce qu'on essaie d'apprendre aux gens, c'est qu'en fait, l'anticipation permet de se passer en fait de ces conséquences désagréables. Si on anticipe, en fait, on n'a pas besoin de recourir à ces punitions, hein, puisque c'est ça sur le plan comportemental. Euh, Souvent, en fait, quand les gens utilisent des punitions, hein, quelles qu'elles soient, c'est parce qu'ils n'ont pas anticipé, c'est parce qu'ils n'ont pas vu arriver le comportement, et que du coup, ils sont un peu démunis, et ils font ce qu'ils peuvent.
Si on a anticipé, qu'on s'y attend, la plupart du temps, on met en place quelque chose. On met en place une stratégie qui va permettre au chien d'adopter directement le comportement qu'on souhaite. Oui, puis je pense qu'il est important de vous le dites très bien depuis tout à l'heure d'ailleurs, hein, mais qu'il est important de dire que c'est pas la punition qui mène en fait à un chien équilibré, mais c'est bien le renforcement, positif qui va valider le comportement, qui va valider le chemin à prendre au chien, qui va permettre en fait d'avoir vraiment des vrais changements de comportement. C'est juste que des fois contrarier ou punir permet en fait de faire gagner, du temps dans leur éducation et de la compréhension d'ailleurs, pour le chien, mais c'est surtout le renforcement positif qui va permettre en fait de, guider le chien vers le bon chemin et qu'il faut pas jamais s'arrêter en fait au fait de contrarier. Il faut une fois qu'on a contrarié, il faut absolument aller chercher le bon comportement pour pouvoir le renforcer dans la même situation et là, d'un seul coup, on a quelque chose d'acquis en fait pour le chien. Enfin, Oui, voilà. on Ouais. est aussi dans un premier temps, la première intention, ça va être de guider vers le comportement souhaité. Tu vois, par exemple, le saut. Nous, on fait pas partie. Enfin, on va pas conseiller aux gens d'ignorer le chien qui vient leur demander de l'attention en sautant. Vous allez répondre? On va demander aux gens de guider leur chien à demander de l'attention de manière adaptée. C'est-à-dire en Les faisant pattes un au assis, sol. par exemple? Non, les pattes au sol. Que le chien vienne dire demander de l'attention à son humain calmement et les pattes au sol. Du coup, tu vas le faire comment ça? Ben, on va demander tu veux me prendre un forfait? En fait, on va demander aux gens bon, bah, tu vois, Non, de il se te voit baisser. plus si tu fais Enfin, ça. ouais, bon, tu ne vois plus, mais on va demander aux gens d'accueillir leur chien Mmh. en bas euh, quand Pour pas qu'il saute. En fait, OK, quand ils d'accord, j'ai compris. remarquent, Donc en fait, voilà, quand ils remarquent que le chien va faire une demande d'attention, on leur demande d'anticiper et d'accueillir le chien mais du coup, en c'est bas de l'humain qui telle fait manière à ce l'effort, que le chien garde les pattes au sol. du coup, c'est l'humain qui fait l'effort pour pas que le chien saute, du coup, mais si l'humain reste droit, Ouais. il saute et le chien sautera quand même? Oui, mais tant pis pour lui. Après, il y a d'autres façons pour les gens Non, qui il y sont a bloqués après. à vie en posture verticale, hein, en position verticale. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie d'une base. C'est-à-dire que les gens, souvent, tu sais, quand ils ont un chiot, ils sont dans l'effervescence, ils sont dans l'instant présent du chiot qui fait 5 kilos. Et puis quand le chiot grandit, là, ils sont dans une Ah bah oui. logique éducative parce que ça commence à être problématique le poids du chien qui saute sur les invités ou sur eux-mêmes. Donc on est dans une logique d'anticipation et donc de faire comme si Et vous pensez pas du coup que l'ignorance, fonctionnerait mieux en fait à ce moment-là? c'est Le fait quelque chose. d'ignorer le comportement du saut? Alors c'est quelque chose qui va fonctionner avec certains chiens, mais qui peut augmenter les sauts et inquiéter, qui peut mettre dans un état émotionnel un peu de détresse d'autres chiens, Oui. d'autres individus, qui Oui, vont bien du sûr, coup ils peuvent sauter, forcer, voilà, sauter, voilà, alors si t'as un chiot, ça va, mais si t'as un adulte, un type, voilà, j'ai un exemple en tête de husky qui grattait le ouais. dos des personnes qui ignoraient, tu vois. Et ça veut dire que du coup, ce chien-là va toujours forcer dans sa vie pour avoir les choses? Si Non, tu parce qu'en le fait, s'il force comme ça sur le saut? oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Si on ne comprend pas qu'il faut guider le comportement souhaité avant de punir son erreur, on induit le chien en erreur en permanence. D'accord. OK et du coup, bah, ça tombe bien, ça fait une bonne transition. Pour les outils que vous utilisez le plus souvent, par exemple 3 outils que vous utilisez le plus souvent, c'est quoi les outils que vous utilisez dans l'éducation? Ça peut être, je dis outils, mais en vrai, ça pourrait être votre énergie, ça pourrait être vos Ouais. mains, ça pourrait être la laisse, ça pourrait être, l'environnement, ça pourrait être plein Alors, de choses. l'outil premier, pour moi, et après Loïc peut dire le sien peut-être, hein, c'est le calme. Donc l'énergie, ouais, Le OK. calme, ouais. Ouais. Le calme. L'outil numéro 2, c'est le déplacement. C'est d'apprendre à gérer son corps et comment on montre en fait nos intentions au chien simplement par nos postures, par l'orientation des épaules, du regard et des choses comme ça. Euh, Ça c'est le 2. Et en 3, c'est la longe. Ouais.
Et la longe, elle va nous aider en fait à, à clarifier un peu les choses des fois, Ça contrarié. à contrarier, à freiner, à ralentir, à sécuriser aussi l'humain, hein, parce que l'humain, quand même un être qui a besoin de contrôler les choses. Et à Euh, développer les autocontrôles, et la du longe. coup, la longe permet ça en fait, permet de travailler beaucoup de choses avec un sentiment de sécurité, même si au final, nous, l'objectif, c'est qu'on se serve le moins possible de cet outil-là, pour pouvoir s'en passer un jour. Et c'est pour ça qu'on axe beaucoup notre travail sur l'attitude, donc effectivement le calme, et aussi bien dans les interactions avec le chien que dans nos réactions face au comportement du chien, et, et les déplacements. Parce que le déplacement, c'est quelque chose qui va subsister même le jour où on n'aura plus de longe. Même en libre. Ok, super. Super. Et du coup, à l'inverse, 3 outils que vous bannissez totalement de votre centre. Il y en a plein, collier étrangleur, collier électrique, Oui, pet corrector, la voix, aujourd'hui, presque. même les colliers plats, les cris, les choses comme ça. Ouais, tout le répertoire. Voilà. Oui, tout ce qui La est en laisse. fait excessif. Ouais, ouais, laisse. Bah, d'ailleurs, on travaille jamais en laisse. Ouais, Oui. on travaille jamais en laisse. On travaille longe. Aujourd'hui, enfin, c'est vrai que nous, enfin, c'est vrai que les gens qui accueillent un show, ils ont tendance à acheter tout un arsenal de trucs qu'on trouve dans les boutiques. Et au final, ce qu'on demande aux gens, c'est d'avoir deux choses principalement. C'est un harnais adapté et une longe. Et Hmm. avec ça, on peut tout faire. Et après, sur les chiens réactifs, c'est une muselière adaptée. Oui, c'est sûr que là, depuis un an, en fait, on voit des belles muselières qui sortent, un peu de terre, des muselières cages, en fait, avec des belles ouvertures de gueule, Oui. Ouais. très aérées, en fait, avec une protection au niveau du museau, qui sont Ouais. quand même, en fait, top. Et encore, il y a quand même des chiens qui arrivent à se blesser avec celle-là, mais c'est quand même, en fait, le top du top par rapport aux anciennes, où il y en avait beaucoup de blessures et beaucoup d'inconfort pour le chien, en plus de ces problèmes de réactivité. Et du coup, c'était encore plus complexe pour nous, quoi. Oui. Ok, on va parler un petit peu du chien peureux parce que, alors je sais pas par chez vous, mais par chez nous, il y a beaucoup de chiens qui sont très craintifs, craintifs de l'environnement, des autres chiens ou des humains. Et vous, en fait, du coup, quelle part de votre clientèle concerne la peur ou la réactivité par peur? Une grosse partie, hein, Ouais, la après, réactivité. Hein. c'est compliqué parce que nous, on voit, enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en voit un peu moins, mais c'est vrai qu'au démarrage, je pense que allez, 95% de notre clientèle, c'était des chiens réactifs Ah oui, euh, sur l'humain ou les congénères, hein, beaucoup avec les congénères. Aujourd'hui, ça doit peut-être être 50%. C'est Et plus. après, on estime que de toute façon, dans toute forme de réactivité, il y a une composante de peur. Euh, oui, un chien qui a beaucoup d'assurance, qui est à l'aise avec tout, il y a aucune raison pour qu'il surréagisse. Euh, donc, exactement. donc il y a une composante de peur. Après, il y a des composantes aussi qui sont liées au développement, euh, à la stabilité émotionnelle, qui est liée à l'insécurité. Donc, c'est des trucs qu'on traite aussi. On va gérer on explique ça, hein, sur le besoin de sécurité, sur le sentiment de sécurité que le chien peut ressentir. Et ça, on va beaucoup travailler là-dessus euh, pour travailler sur les problématiques de réactivité. Et après, ben, nous, on travaille aussi énormément avec nos chiens. Donc, nos chiens, c'est un support émotionnel aussi pour les chiens craintifs. On a des chiens qui sont stables, qui sont extrêmement rassurants, qui sont calmes, qui ont des déplacements calmes, qui mettent pas de pression, qui sont pas dans le harcèlement. Et donc, en fait, au quotidien, ils nous aident énormément, en fait, avec les chiens créatifs, les chiens craintifs, euh, avec les chiots craintifs aussi. Ils sont super parce que ils mettent pas la pression, quoi. Oui, c'est ça. En fait, il y en a beaucoup qui pensent en fait qu'un chien éducateur, régulateur, c'est un chien en fait qui va savoir prendre le conflit, qui va savoir retourner les autres chiens, mettre du cadre, etc. Moi, je suis totalement convaincu de l'inverse. Oui. C'est-à-dire qu'un bon chien éducateur régulateur, c'est un chien qui évite le conflit. C'est un chien en fait qui sait donner des postures apaisantes. Et là, à ce moment-là, c'est très efficace sur les chiens réactifs. Il y en a encore beaucoup qui pensent des bêtises parce que tout simplement YouTube et d'autres vidéos font croire à l'inverse.
alors qu'en plus, le chien qui se fait agresser par un autre chien qui était déjà réactif et qui se fait retourner, peut-être qu'avec le chien qui l'a retourné, il va le respecter, mais avec les autres chiens, il peut être d'autant plus réactif dans le temps. Donc, nous, on trouve ça en fait un petit peu dommage et on fait en sorte que nos chiens évitent le conflit systématiquement. Et s'il y a quelqu'un qui doit intervenir, c'est l'humain et jamais nos chiens. Enfin, en tout cas, systématiquement. Après, si c'est des petits conflits pour des petites ressources, c'est pas grave. Mais je parle pour des chiens qui ont des gros troubles de comportement. Et du coup, c'est quoi les étapes clés que vous allez suivre pour aider un chien craintif? C'est pour vous, c'est quoi l'étape à ne pas louper en fait pour aider un chien craintif? Donc, c'est Ah, là, bah, sensibiliser ça dépend énormément du au contexte, en fait. stimuli, ça dépend de la peur de quoi, ce qui déclenche les peurs. Sur une peur en fait congénère, par exemple. Sur une peur congénère suite à des agressions, le chien maintenant peut plus voir un chien sans fuir excessivement. Oui, bah, il y a les Mm. distances, voilà, c'est l'environnement avec, comme je te disais tout à l'heure, le parc dans lequel on va, avec des chiens qui sont euh, pour la plupart sociables et qui vont, tu vois, déceler alors on va aller à des horaires les moins fréquentés où il y a le moins de fréquentation, tu vois, et puis dans les environnements du parc les plus larges. Avec des coupures visuelles et puis des odeurs vraiment fun pour que le chien prenne le plaisir. Au départ, même ce qu'on propose, c'est que les gens aillent promener leur chien dans des espaces fréquentés par des chiens, donc avec beaucoup de marquages de chiens, mais sans chien, voilà, sans que. Donc il faut choisir les horaires. Il y a des horaires pour ça, hein. Des horaires D'accord. Et vous allez vraiment étape par à étape la pause déjeuner. en augmentant la difficulté. Voilà, la Non, pause ouais. déjeuner, c'est pas très fréquenté, tu vois, ou quand il pleut. Voilà, Ouais. quand il fait pas très beau, c'est sûr, faut éviter le dimanche, faut éviter les dimanches ensoleillés, les samedis ensoleillés, tu vois. C'est pas là que les chiens réac ou craintifs, euh, c'est pas à ces moments-là qu'ils doivent se promener dans ce Ouais. type d'espace. Mais nous, on a plusieurs espaces. On a l'espace, tu sais, très fréquenté. Enfin, très fréquenté, encore c'est relatif, hein, ça dépend des horaires et des jours. Et puis on en a un autre, pareil, fréquenté par des chiens bien socialisés, et qui est plus campagne. D'accord. Voilà. Mais qui est dans la petite couronne de Pau, en fait. Les deux sont dans la Et petite du coup, couronne de Pau. en fait, à l'inverse, l'erreur à ne pas faire lorsqu'on a un chien craintif. Euh, Bah, c'est le truc qu'on Aller entend sur le partout, marché, hein. c'est de le confronter au truc qui lui fait peur, quoi. Ouais. Enfin, de vouloir Immersion. tous les jours le confronter au truc qui lui fait peur en espérant qu'il s'habitue, quoi. Enfin, ça, Mm. c'est encore des conseils qu'on dit, qu'on entend partout, quoi. Voilà, Bah, ça fait le énormément de confronter en bruit. fait excessivement, c'est ça. Ouais, C'est le c'est-à-dire, mettre voilà, le truc, il a peur des voitures, bah, je vais me promener au bord de l'autoroute, quoi. Enfin, c'est bon. Bah, le confronter C'est sans superviser, sans gérer les distances, voilà, sans distance. sans gérer la durée. Enfin, voilà, ouais, c'est ça. Faut le confronter, mais en diminuant la difficulté, en fait, en utilisant en fait la Le distance, la panier. durée ou l'intensité. Mais le- il y a quand même une forme de confrontation en fait quand même, parce qu'il pourra pas Bah, changer de comportement s'il voit pas de chien. nous, c'est pour ça tu sais qu'on travaille depuis toujours dans des espaces publics. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, il Ce que tu veux faut dire, c'est qu'il faut pas mettre en contact un chien craintif, faut pas le forcer à aller au contact des autres chiens, parce qu'en fait, ça peut faire l'inverse. Et surtout, s'il a une mauvaise expérience là-dedans, alors là, pour après rattraper tout ça, ça sera encore pire. oui, et puis Donc, tu vois, quand tu vas enfin, quand tu fais parfois ces choses-là sur un terrain, le chien sait que c'est clos, hein, oui, en plus, oui, bien tu sûr. vois. Donc C'est pas parce qu'il est fait sur un terrain qui est toujours le même et qui arrive à avoir des chiens, en plus qu'il a déjà vu plusieurs fois sur ce terrain-là, qu'il va être stable avec tous les chiens qu'il va croiser en fait, ouais, ouais. en société, dans différentes variables et sur un face à face, dans un virage, sur un trottoir. C'est normal que le chien va réagir. Ça, faut l'expliquer aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, bah oui, mais la dernière fois, on baladait à 3 mètres, tout se passait bien et hier, il a réagi. Oui, mais il a réagi pourquoi? Dans quelle situation? Forcément, il t'a pris un face à face dans un virage, tout le monde a été surpris, même toi, tu as eu peur. Forcément, ton chien a eu peur aussi, quoi. Ou alors c'était le Et c'est pas cinquième si grave. chien, tu vois, c'était le C'est ça. cinquième chien. C'est ouais, le phénomène d'accumulation est souvent sous-estimé.
il y a un phénomène d'accumulation. Le chien va être OK, tu vois, de croiser un cycliste sans déclencher cette fois-là. Deuxième cycliste. Et puis les gens, comme ils sont contents, ils continuent, tu vois, à Ouais. confronter leur chien au cycliste. Et puis le chien réagit au sixième. Bon bah, dommage. Fallait, voilà, il faut s'arrêter quand le chien est en situation de réussite et, euh, et lui permettre après de digérer ces apprentissages-là, c'est une non-réaction. Oui, c'est un dur équilibre, hein, avoir un chat réactif, c'est pas quelque chose de facile, c'est On quelque a chose de commencé comme ça, hein, complexe. Loïc et moi. Ouais. Notre Souvent, on premier devient chien, éducateur, on devient éducateur avec ça. voilà. Moi, c'est pareil. Moi, c'est Ouais. pareil. Mais après, du coup, ça change la vie. Ça fait penser, ça nous fait apprendre beaucoup de choses et voir le monde différemment. Et surtout, ce qui est important, c'est de le voir à ses yeux à lui Mm. et pas aux yeux de l'humain parce que sinon, ça ne marchera pas. Ouais, après, tu posais la question de la première étape. C'est vrai que nous, la première étape, la première de toutes les étapes, c'est déjà d'analyser, de traiter en fait l'assouvissement des besoins. Parce on se rend compte que la plupart des chiens, ils peuvent même pas assouvir leurs besoins alimentaires de manière autonome, de manière sécurisée. Enfin voilà, ils sont la plupart en insécurité alimentaire. Ils sont stressés, ils peuvent pas, enfin, ils choisissent rien dans leur vie. Donc en fait, tant que t'as pas traité ça, c'est très compliqué de travailler sur quoi que ce soit parce que tu as un chien qui de toute façon est dans un fonctionnement qui est instable et qui est pas épanouissant. Donc C'est forcément, pressurisant. nous on le voit parce qu'on accueille des chiens de refuge, on accueille des chiens chez nous qui vivent du coup en liberté parce qu'on a pas mal de terrain et des chiens très réactifs. Et en fait, on se rend compte que au bout de quelques minutes ou quelques heures, en fait, ils sont plus du tout réacts à partir du moment où ils arrivent à avoir suffisamment d'espace pour choisir en fait la distance par rapport aux congénères, par rapport aux humains, etc. Et puis petit à petit, ils arrivent à s'inclure dans le groupe, mais parce qu'ils ont la liberté, cette liberté-là en fait. Le problème des chiens, c'est que cette privation de liberté, elle est quasi permanente et elle commence très très tôt. Donc la plupart des chiens font pas les expériences qu'ils devraient faire, qui leur permettent pas de se construire correctement et pas de faire de développer leurs compétences sociales notamment. Et ça, on le voit, c'est dramatique. Donc effectivement, les chiens d'éduc. Alors nous, c'est tous des chiens qu'on a récupérés quasiment adultes, hein, donc euh, c'est souvent des chiens qui partaient assez mal au départ, et au final, on arrive à en faire des chiens qui sont hyper sociables et hyper à l'aise dans tous les environnements. Ouais, je pense que vraiment la socialisation, la familiarisation, c'est ce que toute Mm. personne qui adopte un chiot devrait passer les 3 premiers mois de sa vie à se focaliser en fait un petit peu là-dessus, sans être encore une fois excessif, en étant équilibré et raisonnable. Socialiser, ça veut pas dire, enfin en tout cas pour nous, ça veut pas dire mettre en contact avec tout le monde tout le temps Mm. excessivement. Ça veut dire simplement faire voir le monde, lui faire voir qu'il se passe rien, qu'il est en sécurité et le laisser découvrir le monde en fait tranquillement. Nous, des fois, on nous demande, par exemple, sur un petit show, comment je fais pour la marche en laisse. On lui dit tout le temps, en fait, que c'est pas à ce moment-là qu'on va avoir la marche en laisse. Même si je comprends bien, en fait, que son dog allemand, en fait, quand il y aura un an et s'il tire, ça sera pas acceptable parce que sinon, il pourra plus le balader. Mais pour l'instant, c'est pas du tout la priorité. La priorité, c'est de créer une relation, c'est de créer, en fait, du lien, c'est de créer, en fait, une stabilité émotionnelle. Et après, on pourrait, en fait, commencer à codifier et puis à avoir d'autres choses, en fait, si, en fonction des besoins. Donc, mais je suis d'accord avec vous, même si vous êtes, à mon avis, un petit peu plus excessif que nous en fait là-dessus. Mais c'est une belle chose et c'est toujours bien de promouvoir la liberté. Mais encore une fois, c'est dans une certaine limite. Faut pas qu'elle atteigne celle des autres, parce que sinon en fait après c'est compliqué. Encore une fois, on n'est pas en train. Enfin moi, je dis pas à tout le monde de lâcher son chien et de voilà. Au bien au contraire, au début utiliser une longe. Ça permet d'avoir de la liberté tout en ayant le pouvoir de sécuriser et de gérer la situation s'il y a besoin de gérer la situation facilement. Oui, Euh, on utilise, enfin, tous nos clients utilisent la longe. Hein. Les premières ouais, séances, c'est que ça, L'objectif, c'est la c'est liberté. d'apprendre à utiliser déjà cet c'est outil-là. ça. Et après, ben, petit à petit, d'arriver à s'en passer. Non, non, Mais on commence pas en se disant, ben, on lâche le chien, on voit ce qui se passe. nous, même pour les Et, chiots, pour tout te dire, pour les chiots, on on n'est pas favorable à ce que des chiots soient détachés avant un an, par exemple. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, c'est très bien. Moi, je pense que tout le monde Euh, devrait faire ça. Tout pendant le la monde devrait première faire ça. année, c'est longe pendant la Ouais, première année du chiot, hein, du chien. Donc, ouais, tu vois, c'est juste que quand on parle de liberté, c'est redonner de la liberté. Euh,
pas dans les espaces publics. C'est redonner de la liberté. Oui. C'est arrêter de lui demander un assis avant de lui donner à manger, parce que ça, voilà, ça fait partie de. Pour nous, c'est pas ok ça. Arrêter de mettre de la pression, des ordres sur des choses que le chien devrait avoir inconditionnellement, comme la nourriture, boire. Par exemple, d'ailleurs, on ne demande pas au chien de s'asseoir avant de boire. Ah oui, non, ça c'est un peu Tu excessif. vois? Mais en fait, c'est la liberté sur les choix de vie. Oui. Sur, Et sur il voilà, faut sur donner comment de il la veut. liberté au chien dans le plus de situations possibles, en fait. Ouais, Hein. la liberté Ouais. et la capacité à faire des expériences. Parler des chiots, moi ça m'est arrivé sur une séance de passer un quart d'heure en fait à demander aux gens de pas bouger parce qu'en fait leurs chiots ils venaient de s'asseoir et ils regardaient des chiens qui interagissaient dans le parc. Oui, super. Et en fait là, la plupart des gens quand ils voient ça, bah, ils continuent à marcher, ils appellent leur chien, allez tu viens, allez où? Alors qu'en fait il est en train d'apprendre un nombre incalculable de trucs sur les interactions avec ses congénères. Il s'est assis, il regarde. Et puis il s'approche d'un mètre et puis hop, il recule un petit peu parce qu'il y a un truc qui l'impressionne. Et en fait, il y a finalement les chiots, leur vie, elle se construit comme ça. Ils observent les autres et ils ont finalement malheureusement pas l'occasion de le faire. Ouais, pas assez, c'est sûr. C'est pour ça que nous, on crée par exemple des colonies où en fait on fait le travail de familiarisation, de socialisation à la place des propriétaires pendant qu'ils travaillent. On balade les chiens et les chiots en société et on fait aussi des moments récréatifs avec des chiens adultes, etc. Du coup, en fait, le but, c'est de créer des expériences de vie. On voulait faire quelque chose qui est transférable sur l'humain. Il n'y a que les expériences de vie qui sont transférables sur l'humain. Et l'apprentissage de la communication, des mots, on peut le faire aussi un petit peu de transfert, même si c'est pas ouf. Mais le plus gros transfert, c'est l'expérience de vie. Donc nous, c'est pour ça qu'on a créé ce genre de service. D'ailleurs, en parlant de service, vous, c'est quoi vos services, du coup, les services principaux que vous proposez en fait à votre centre? La séance individuelle et quoi d'autre? Nous, on fait exclusivement de la séance individuelle. On fait ce qu'on appelle des marches canisociales, donc des balades collectives. Du coup, là, avec le plus possible de chiens en libre. D'accord? Euh, on fait, on fait de la pension en libre aussi euh, et en groupe. Et qu'est-ce qu'on Et propose des et on stages, fait des stages, des ateliers des ateliers. théoriques ou pratiques Voilà. D'accord, super. Et en du groupe. coup, vous faites pas d'école du chiot? Vous n'êtes pas pour l'école du chiot? Pas, si, on est pour la nouvelle école du chiot. Oui, C'est c'est le ça, bien futur. sûr. C'est le futur. Oui. Voilà, avec. Mais euh, nous, on propose, voilà, de socialiser les chiots avec nos chiens et dans l'espace public. D'accord. Ok. Oui, bah, c'est déjà pas mal, hein. Oui, il y a Euh, des en pension aussi pour Oui, ça, voilà, c'est sur ça. la Les colonies que sociale. c'est tu la fais, nous, on le fait, je pense, hein, que vous faites. euh, Nous, on le fait plutôt en pension, en fait. Oui, c'est ça, c'est de la pension éducative, enfin, ce qu'ils appellent la pension éducative. Ouais. Après, c'est de la Mais pension de Social, quoi. socialisation, Ouais. quoi. C'est-à-dire ouais, c'est ça, c'est c'est ça. la mise en contact avec des congénères qui sont stables, qui sont équilibrés, qui permettent aux chiots de faire des expériences de manière tranquille, quoi, et de vivre un nombre d'expériences euh, qui est incalculable par rapport à ce qu'il vivrait chez lui, quoi. Bah, un chien qui vit pendant 15 jours avec 10 chiens, c'est énorme. En fait, tout l'apprentissage des codes en fait, qui va être mis en place, et puis aussi du fonctionnement en fait, du groupe et du chien en général, c'est énorme, hein. Donc, ça, c'est une grande chance pour ceux qui peuvent en fait, mettre leur chien dans ce type de situation, hein. Du coup, que pensez-vous des chiens un petit peu hyper typés comme les borders et les malinois qui sont adoptés pour la compagnie? Donc les gens qui achètent en fait des chiens de chasse avec les parents champions du monde en fait de chasse, des chiens de ring en malinois, des borders en fait qui viennent de montagne et qui se retrouvent et que le show se retrouve en fait en plein appart à Paris. J'ai été un peu excessif, hein, j'avoue. Ouais, non, 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 enfin, Ça dépend du mode de vie de la personne qui vit en appartement. ouais, et ça Ouais. dépend des conditions de développement Parce que si du c'est un chiot. éducateur canin, c'est ok, hein. Je vais t'en Mais faire voir certains, tu vas peut-être changer d'avis. alors, les Malinois, on en voit, nous, mais pas tant que ça au final. Enfin, on en voit, mais pas tant que ça. Attention quand même. En pension, on en a, ouais.
Mais on voit, nous, par contre, le border élevé en montagne, on connaît bien parce qu'on habite près des Pyrénées. Et le labri, Mais le truc, c'est que en fait, c'est pas tant lié à la génétique qu'aux conditions de développement qui sont catastrophiques. Euh, Ok. dans nos nous, observations à nous, de hein. ce qu'on voit en fait souvent sur sur le border, par exemple, nous les problématiques qu'on rencontre, c'est vraiment des chiens qui sont hyper craintifs, qui ont un rapport à l'humain qui est très très compliqué. Euh, Souvent parce que dans ces conditions de naissance là et de développement, en fait, la mère elle continue à travailler. Ouais. Et ça veut dire que les chiots, en fait, ils restent enfermés dans une grange toute la journée. Ils voient leur mère le soir et la nuit. Et le matin, elle part bosser, quoi. Donc, en plus, elle rentre, elle n'est pas forcément d'attaque parce qu'elle est crevée du boulot avec le berger. Et donc, en fait, ils vivent dans des conditions qui sont catastrophiques pour leur développement et du coup, c'est très compliqué à récupérer. Euh, mais après, des borders, voilà, les trucs stockés, c'est aussi des choses qu'on a tendance à alimenter par les comportements qu'on a quand on pense qu'on a un border. C'est un peu Bien sûr, bien sûr. on parle des prophéties autoréalisatrices. Enfin moi quand je regarde un peu sur les réseaux là les gars qui Tu se regardes montrent les groupes, avec des malinois tu sur regardes les les groupes groupes, et tout hein. ça et quand tu vois les commentaires et quand tu vois comment ils parlent de leurs chiens, tu sens qu'il y a un truc Ouais. où ils sont en train de vouloir fabriquer le chien qui correspond au pire de ce qu'on voit partout sur ce chien là quoi. C'est-à-dire que ils vont faire tout ce qu'il faut pas. Ils vont, moi je vois les éleveurs de Malinois là qui commencent à tester des chiots mordants à 2 mois. Oui, il faut qu'il laisse des chiffons en fait par terre, Ouais, qui etc. les excitent et tout ça, ça peut Après, rien donner de bon. après, tu Si on sais, faisait ça avec des enfants humains, ce serait catastrophique. après, tu sais, Bien nous, sûr. on a pas mal de chiens de chasse dans notre groupe aussi. Et nous, nos chiens de chasse ne chassent rien de plus que des canapés, hein. Ils Oui, bien sûr. sont Mais ils ont quand même des recochables. patrons moteurs, en fait. C'est pour ça que Oui, je disais ça. C'est oui. plus comment. Enfin, ma question, c'était comment vous gérez les patrons moteurs excessifs en compagnie. C'était ça ma question. Ouais, alors nous, non, mais C'était. Ouais, 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 ouais. alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup en ce moment parler des patrons moteurs. Alors, c'est un peu mon cheval de bataille parce que le patron moteur, c'est vraiment l'unité la plus petite en fait d'un comportement. En gros, c'est regarder Ouais. ton patron moteur. Tu vois. Donc Bah, c'est un après, instinct, quoi. Enfin, l'instinct, on va parler bah, de c'est un l'instinct. comportement naturel, mais regarder, voilà, poser une patte. Enfin, bon, effectivement, ça c'est les patrons moteurs. Après, comment le chien il va enchaîner les patrons moteurs pour en faire un comportement complexe comme la chasse, la prédation. Parce que la prédation, c'est un comportement complexe. C'est autre chose. Après, effectivement, bah, des chiens de chasse, on en a plein alors, on en a récupéré qui ont chassé. C'est-à-dire que c'est pas des chiens issus d'élevage de chiens de chasse. C'est des chiens de chasse qui chassaient et qu'on a récupérés Mm. adultes et qui chassent plus. Enfin, on n'a rien à faire, quoi. D'accord. Ça devient des chiens. Parce que nous, enfin, dans notre approche, de toute façon, on va essayer de renforcer systématiquement les moments de calme, la tranquillité, le renoncement. On travaille beaucoup sur le renoncement, donc Mm. le fait de renoncer La à aller suivre une frustration. piste. Donc effectivement, ça va générer une petite frustration, mais c'est pour ça on explique aux gens qu'il faut aller dans des environnements qui soient suffisamment riches pour qu'une frustration elle soit oubliée dans l'instant Ça parce soit qu'il y a autre chose compensé. qui va compenser. Parce que C'est trop de frustration sature le cerveau et le chien ne peut pas apprendre dans ce cas-là. D'accord, oui. Tu vois? Oui, d'accord. Et du coup, par là, vous parlez des chiens que vous avez adoptés. Est-ce qu'il y a un chien qui vous a marqué plus qu'un autre dans votre vie? Par Votre ses comportements, moi, c'est mon par sa premier chien, ouais, difficulté? c'est mon premier chien. Il m'a tout, en fait, c'est pas qu'il m'a tout fait, mais il m'a tout appris, en fait. Il est à l'origine de tout. C'était mon premier chien, c'était un croisé berger allemand husky, c'est celui avec lequel j'ai fréquenté des clubs canins, pas super, hein. D'accord? Et donc j'ai fait, avec lui, ça a été un peu mon crash test, quoi. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Et c'est finalement grâce à lui aussi que j'ai rencontré l'approche d'André Escafre, parce que c'est avec lui que j'avais des difficultés au départ. Euh, et puis au final, ça a été un chien extraordinaire, quoi. C'est dans le boulot, ça a été sûrement, enfin,
le chien le plus incroyable, quoi. Il s'adaptait vraiment à toutes les situations et ça, avec les chiens, il était incroyable. Il faisait des trucs incroyables. Ok, super. On va finir sur un petit jeu. Là, vu que vous êtes à deux, en fait, ça va être plus simple pour moi. On va faire le pire et le meilleur. Alors, vous décidez qui fait le pire et qui fait le meilleur. Je vais vous donner en fait un thème. Donc, par exemple, l'outil éducatif. Il y en a un qui me dit le pire et il y en a un qui me dit le meilleur. Et on fait ça sur plusieurs thèmes. Et on essaie de ne pas réfléchir que ça vienne tac au tac. Qui fait le pire et qui fait le meilleur? Je vais faire le pire. Hein. Allez, on va faire du coup l'outil éducatif, du coup le pire. Ouais, le collier électrique. Ok, le meilleur. J'avais une autre idée. Le meilleur. Le le calme, quoi. Voilà, le calme, la longe. La Voilà. longe, ah ouais, Le je savais que calme t'aimes ça pour sur la l'humain longe. et en outil, la longe. Le conseil d'éducation, le meilleur et le pire. Pire conseil d'éducation. Le pire qu'on ait entendu. Ouais, ou que. Alors Oui, bien sûr, ou que t'as vu. le pire que j'ai entendu, c'est d'aller pisser dans la gamelle de ton chien. Ouf. Ah ouais, là, effectivement, ouais. Ouais, t'es un petit peu perché. Pour le dominer. Ouais, pour le dominer. Ouais. Oh là là. Ouais. Et le meilleur, du coup? Le meilleur de conseil d'éducation, ce serait De rester calme. de lâcher prise. Voilà. De lâcher prise. Et le meilleur conseil d'éducation, voilà, de lâcher prise par rapport à l'humain, ce qu'il doit faire. Mm, Et puis, de respirer. De respirer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'oxygéner son cerveau. Pire ou meilleure activité à faire avec son chien? La pire activité à faire avec son chien. On voit tellement de trucs. Je peux dire le meilleur parce qu'il est long. Hein. Ouais, Vas-y, mais vas-y, vas-y. j'en ai tellement qui me Il passent a, dans le cerveau il là. a pris le plus dur. L'activité la meilleure, se promener. Et puis, si on veut faire autre chose que se promener, je dirais le pistage, le main trailing. Ouais, super. Ouais, la pire, moi, c'est tout ce qui est exciter son chien, quoi. Ouais. Donc, tout ce qui est mordant, etc. Ouais, les faire monter en excitation. Ok. La vision du rôle du chien dans la famille. La La vision du vision rôle du rôle du chien dans la famille, ou on va dire la place du chien dans la famille, ou quelque la chose comme ça. meilleure ou la pire. Alors, la meilleure. Ouais. La meilleure vision du rôle du chien dans la famille. Ce que toi, tu vois, comment ton chien il doit être intégré à la famille, c'est De dur à dire, partager, mais ouais, de partager la vie, en fait. Voilà. D'investir son chien comme un membre de la famille, mais appartenant à une autre espèce. ouais. La pire place, c'est celle qu'on voit beaucoup avec les Malinois, malheureusement, c'est le La garde. non, c'est l'extension de la virilité du Ah oui. mâle. Enfin, c'est le truc, L'ego, ouais. Il y a aussi l'ego ça là. chez le staff, hein. Voilà, C'est chez ça. les staffs, enfin, c'est les gars Ouais. qui paradent comme Ouais. si ils portaient leurs attributs ou de la laisse. Oui, je suis Ouais, d'accord. pas mal. La pire façon ou la meilleure façon de faire de la marche en laisse. Oh là là. La pire, Ouais. c'est laisse de 20 cm, collier étrangleur Pointe. Ouais. au niveau du genou là. Saccade. Ça, je suis. Et saccade. Ouais, saccade. Et la meilleure façon de faire une marche en laisse, c'est de tenir sa laisse dans les mains au cas où. De mettre une longe. Voilà, c'est une longe en fait. Pour nous, les laisses, c'est 6 mètres, quoi, tu vois. Voilà. Ah, ok. D'accord.
Et comment vous faites du coup si quelqu'un veut aller balader en fait avec son chien en lieu touristique et qui veut avoir un chien qui marche à côté de lui en marchant laisse courte? Vous lui proposez que ça va prendre du temps et que d'abord il va faire de la longe Tout à en fait. dehors du marché pendant des années, pas pendant Pas des des mois. Pas années, pendant des années. Ouais, j'exagère. des mois, des mois. J'exagère. T'exagères un petit peu. Même des Pendant fois. des siècles, pendant des siècles. Ah, Mais, mais oui, 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 pendant c'est ça. quelques semaines, ouais. Ben, en fait, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que tu révises pas ton bac la veille de ton examen, quoi. Mm, Donc, c'est pareil. Tu, voilà, tu ça se prépare. Après, prépares ton voyage, tes apprentissages, et puis il faut que le chien soit. un chien qui sait évoluer calmement, correctement en longe, il saura le faire le jour où la longe elle est plus courte. Oui, si tu les laisses d'un mètre, ils sauront le faire. Ok. Et Nous, on alors, utilise des pire ou lettres quand même, hein. meilleur, On les utilise pour aller chez le veto. pire ou meilleur socialisation d'un chiot? Oh là La là. pire erreur ou la meilleure habitude? La meilleure habitude pour la socialisation d'un chiot, c'est de le faire évoluer dans un espace suffisamment large, grand, voire non clôturé, avec des adultes équilibrés, matures, et, euh, et avec d'autres chiots éventuellement, mais des chiots tu vois, de gabarit quand même relativement similaire. Ouais, ok. Pire. La Il y a, pire, il y a la un pire peu, erreur. ouais, j'en vois deux qui sont un peu les deux côtés d'une pièce, quoi. C'est vouloir l'emmener partout, tout le temps, et de l'emmener nulle part. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire de C'est rien vrai. faire ou alors d'en faire Ouais, beaucoup trop, quoi. c'est ça, l'excès. Ouais. Ok, super. Et la dernière, comment un inconnu peut approcher votre chien? Enfin, le pire réflexe que l'inconnu pourrait avoir vers votre chien ou la meilleure attitude que l'inconnu pourrait avoir pour approcher votre chien? La meilleure attitude, ce serait de rester à distance, de se mettre de profil et d'appeler mon chien. Voilà. Et donc mon chien, ben, il lui laisserait le libre arbitre et le consentement, hein, le mitoutou, Bien sûr. le Ouais. mitoutou. Voilà. Ouais. Et, Oui, bien sûr. Mais là, Mais ça, c'est dur, hein. Ça, et c'est dur. évidemment, oui, bah après il y a des astuces pour contrecarrer ceux qui arrivent comme ça avec la main au-dessus de la tête, quoi. Et donc et de présenter sa main par le bas, voilà, en cuillère, tu vois. Ouais. la Et le pire, pire, du coup? le pire, enfin, en plus on voit des trucs. Bah, le pire qu'on ait vécu, c'est, on a un berger allemand qui s'appelle Hawaii qu'on a récupéré, qui était réac, humain. Et une des premières fois où on l'a sorti, on croise un cycliste qui s'arrête à sa hauteur et qui le soulève par le harnais. Voilà. En En disant ah bah il doit bien faire 50 kilos celui-là. Et Ouais, les gens s'en j'ai perchent. jamais vu pire, je crois. Et ça va, il a pas réagi? Non. non, mais on l'avait déjà Après on bossé, l'a déjà bossé parce on qu'il l'avait bossait déjà Ouais, avec nous, mais on l'avait on s'est déjà dit bossé, ouais, quand mais même, enfin, qu'est-ce qui ouais, passe c'est par la abusé. tête d'un gars, ouais. Un retraité, Bien sûr, bien sûr. d'aller enfin, soulever un chien un de retraité. 40 kilos, Mais en fait, malheureusement, il y a encore plein d'humains qui pensent qu'un chien est une peluche Mm. et qu'il n'y a pas forcément en fait d'émotion, d'envie et de non-envie d'ailleurs aussi. Et du coup, il y a encore Ouais, tout à fait. beaucoup de choses à faire là-dessus. Et ben voilà, je vous remercie énormément pour ce bel échange. C'était très agréable et c'était très enrichissant. Et du coup, merci beaucoup à tous les deux. Et merci Et à on merci se à dit toi à toi bientôt. également. pour À l'invitation. bientôt. À bientôt. On lâche Salut, rien sauf salut. les chiens. Salut.